Début donc avec le sénateur du jour, élu de Paris, siégeant le groupe socialiste. Bonjour David Assouline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes également professeur d'histoire-géographie, c'est important de le préciser en ce jour de rentrée scolaire où il sera rendu hommage à Samuel Paty. On va en parler bien sûr dans quelques instants, mais d'abord Jean Castex, qui était donc l'invité hier soir du journal de TF1 et qui a affirmé la détermination du gouvernement à lutter contre l'islamisme radical. Il a appelé à l'unité, il a dénoncé les compromissions. On va l'écouter, David Assouline. Ce combat, madame, il est idéologique. Il est idéologique. Cet ennemi, il cherche d'abord à nous diviser en répandant la haine et la violence, à rompre, à fracturer la communauté nationale. Et je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical. Nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, soit unie, soit fière de nos racines, de notre identité, de notre République, de notre liberté. David Assouline, qu'avez-vous pensé de ces propos de Jean Castex? Il y a eu trop de compromissions. Il y a eu des compromissions, mais pas du tout celles qu'il évoque. D'ailleurs, je trouve que pour un Premier ministre d'Emmanuel Macron, il s'adresse surtout au président. Le président avait dit des mots forts sur la colonisation. Il avait dit que c'était un crime contre l'humanité et il avait dénoncé la barbarie de cette colonisation. Donc, je ne comprends pas, bien entendu, j'ai un accord sur le fait que c'est une bataille idéologique d'abord. Et donc, cette bataille idéologique, c'est une bataille de tout ce que nous avons représenté avec la République, avec nos révolutions, avec le message qu'on a envoyé au monde. La liberté, l'égalité, la fraternité, les hommes et les femmes doivent être égaux, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Tout cela, la France le porte très haut. Et en face, nous avons un fascisme, oui, un fascisme, ceux qui défendent ce type d'idéologie qui exclut, qui condamne, qui propage la haine, ce sont en général les fascistes en France, les identitaires par exemple, qui prônent l'inégalité entre les hommes et les femmes, bon, voilà. Donc, c'est cette bataille idéologique qu'il faut mener. La bataille de la laïcité par rapport à ceux qui veulent imposer le fait qu'une religion soit au-dessus des lois des citoyens. Donc, c'est presque l'inverse. Il fait un cadeau aux islamistes en disant ça. Parce que la colonisation, c'est la part d'ombre de notre histoire. Et encore heureux que nous devons regretter ce qu'elle a pu faire comme malheur de peuple. Il faut toujours se mettre à la place des autres peuples. Toujours, ou des autres personnes quand on parle. Vous pensez bien que si la France avait été colonisée, de tels propos sonneraient comme une insulte, comme un déni. Donc, si on veut gagner cette bagarre idéologique, au contraire, il faut se camper sur les valeurs universalistes et universelles que nous avons portées haut et fort et qui font que d'ailleurs, dans ces pays, pendant longtemps, c'est avec ce drapeau-là même qu'ils ont lutté contre le colonialisme. Très souvent, c'était au nom du droit des peuples à s'autodéterminer et à disposer d'eux-mêmes. C'était au nom de la Déclaration des droits de l'homme que l'on se battait dans ces pays contre le colonialisme. Et donc, je pense que c'est cela qu'il faut porter. Et pour gagner une bagarre idéologique, il faut dire que c'est avec l'éducation et la culture que l'on mène cette bagarre. Et donc, il faut y porter une attention très forte. On va parler de l'éducation et de la culture dans quelques instants, mais sur le plan juridique, vous avez entendu les élus, notamment des Alpes-Maritimes, le maire de Nice, Éric Ciotti, le député, dire qu'on combat l'islamisme avec un boulet au pied, qu'il faut s'exonérer des lois de la paix, c'est ce qu'a dit Christian Estrosi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le droit actuel permet de lutter efficacement contre cet islamisme radical? Soyons très clairs. Des lois contre le terrorisme, il y en a beaucoup depuis, notamment les attentats de Charlie et ces centaines de morts qui ont endeuillé la France. Donc, des lois, il y en a. Et à chaque fois, on a inventé des trucs un peu plus exceptionnels, avec des mesures d'exception qui commencent à fragiliser
notre état de droit, beaucoup le constatent. Attention, que des mesures d'exception ne viennent pas fragiliser et donc donner aussi encore là une victoire aux terroristes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est détruire les démocraties. Or, la démocratie, c'est d'abord un état de droit. Mais s'il y a des trous dans la raquette, qu'ils les mettent sur la table et qu'on discute. Mais pas pour affaiblir le droit, pour donner des moyens démocratiques, mais des moyens supplémentaires pour endiguer ce fléau. M. Ciotti, lui, est dans la surenchère. Il fait partie de ceux qui, dans des domaines différents, certes, mais eux, ils les mélangent. À chaque fois qu'il y a un sujet, c'est une loi sur l'immigration, une loi qui restreint les libertés, une loi répressive, une loi sécuritaire. À chaque fois, moi, je suis pragmatique. On va avoir ce débat au Sénat comme à l'Assemblée nationale avec cette fameuse loi sur le séparatisme. Regardons les choses, mais en tous les cas, il faut qu'on se donne les outils pour que la République, la laïcité, la démocratie soient là, que la justice et les forces de l'ordre puissent faire leur travail sans entrave qui soit superflue, mais en maintenant absolument notre état de droit, les libertés démocratiques que nous avons chèrement conquises et qui sont justement la cible des terroristes aujourd'hui, c'est casser les démocraties. La rentrée scolaire aujourd'hui qui a lieu, je le disais, vous êtes prof d'histoire-géographie. Un hommage sera rendu à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géo décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Hommage dans tous les établissements de France, mais hommage réduit en raison du contexte sanitaire, dit Jean-Michel Blanquer. Il y aura une minute de silence à 11h dans tous les établissements et la lecture de la lettre de Jean Jaurès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon hommage? Est-ce que compte tenu du contexte sanitaire, on ne pouvait pas faire plus? Moi, je pense que peut-être... l'hommage, il était nécessaire, mais il fallait, à mon avis, donner les moyens à la communauté pédagogique et notamment aux enseignants qui, justement, ont été suffisamment laissés seuls face à ce type de sujet, de préparer ce moment. Donc décaler la rentrée pour vous ? Ou décaler la rentrée, ou décaler ce moment. On peut très bien rentrer et puis ensuite laisser au moins 24 heures. Bon. Ça, c'est derrière nous, ça aura lieu aujourd'hui et j'espère qu'il aura la dignité, la force qu'il faut. Parce que... Vous craignez que ça ne soit pas le cas partout? Est-ce que vous craignez que dans des écoles, cette minute de silence ne soit pas respectée? Je pense qu'il y a un vrai sujet. Je me réfère tout simplement à ce que j'entends aujourd'hui encore, mais ce que l'on a pu constater après l'attentat de Charlie. La stupéfaction de voir que des élèves aient pu ne pas vouloir faire cette minute de silence alors que le pays était sidéré, qu'on avait massacré une rédaction entière d'un journal de notre pays. Donc, moi, j'ai toujours regardé ces choses-là en face. Et justement, c'est pour cela aussi que je veux qu'à travers Samuel Paty, on rende hommage à ces professeurs qui ont été laissés en première ligne, parce que ce genre de sujets, pour eux, sont quotidiens. Et qui ne sont pas suffisamment soutenus? Je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus globalement. En tous les cas, ils n'ont pas été suffisamment valorisés, accompagnés. On voit bien que Samuel Paty, il s'est retrouvé d'un coup dans un isolement dingue. Je ne remets pas en cause ni son administration, ni je ne connais pas suffisamment les faits. Mais on voit bien un homme qui d'un coup se sent seul quasiment face à quelque chose qui est une chasse à l'homme qui commence sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ce sont des matières, l'histoire, géo et l'éducation civique et morale, notamment l'éducation civique et morale, qui n'a pas été suffisamment valorisée. C'est la variable d'ajustement d'ailleurs des programmes d'histoire de géo qu'on ne réussit pas à finir en fin d'année. Alors bon, on prend à la demi-heure d'éducation civique pour finir ces programmes. Or, si on considère que c'est fondamental, la bataille pour nos valeurs républicaines aujourd'hui, pour la citoyenneté, eh bien, il faut les revaloriser et notamment les asseoir comme support pédagogique sur la réalité de ce que vivent les jeunes aujourd'hui, notamment la lecture de l'image, la lecture
censure de l'image fixe, de l'image animée, des réseaux sociaux, le décryptage. On peut très bien prendre ce support pour aborder tous les sujets qui concernent l'éducation civique et morale. Il faut continuer pour vous à montrer ces caricatures aux élèves. Si des professeurs considèrent que c'est comme cela qu'ils peuvent le mieux illustrer leurs propos pour leur cours sur la liberté d'expression, bien entendu. Je ne pense pas que dans aucun domaine, d'ailleurs, cette liberté de l'enseignant, dans la façon dont il enseigne, même si les programmes sont les mêmes pour tout le monde, les supports qu'il choisit, etc., doivent être dictés. Mais est-ce qu'elle n'est pas déjà entravée, cette liberté? Est-ce que cette autocensure chez les enseignants, elle n'existe pas déjà particulièrement chez les enseignants d'histoire-géographie? Il y a des autocensures dans tous les domaines de la société. Les médias, vous le savez aussi, qu'il y a de l'autocensure, des fois consciente, des fois inconsciente. C'est pour ça que la bagarre idéologique est absolument fondamentale, parce que c'est là-dessus. Quand une société entière est convaincue, mobilisée autour de mêmes valeurs, elle n'intègre pas déjà elle n'est pas sur la défensive par rapport à ce qu'elle veut enseigner, ce qu'elle veut dire à la société. Et donc, si on le conforte, je suis d'ailleurs très, très heureux et en même temps fier, parce qu'il est vraiment la personnalité fondatrice quasiment du socialisme et de mon parti politique, que ce matin, c'est avec une lettre de Jaurès. Je pense qu'ils l'ont un peu tronqué pour certains, mais il y a des passages qui ont été enlevés. Bon, mais on en reparlera. Je n'en sais rien. En tous les cas, dans ce qui a été donné comme matériel pédagogique, il y a des passages tronqués, modifiés ou enlevés. Par le ministère de l'Éducation nationale ? Je ne sais pas si c'est le ministère. Ce que je sais, c'est que dans les supports pédagogiques publiés, alors on dit parce qu'on voulait des versions courtes, etc. Mais enfin, je ne veux pas rentrer dans une polémique, je remarque ça parce que j'ai regardé ça de plus près, mais en tous les cas, je suis très fier que c'est avec une lettre de Jean Jaurès que ce matin, toute la France va rendre cet hommage à ce professeur d'histoire-géographie dans les écoles. Et ça, c'est très très important aussi pour moi. Allez, on va continuer à parler de culture et de cette polémique autour de la fermeture des librairies et plus généralement des petits commerces. Jean Castex qui a maintenu sa ligne, ils ne réouvriront pas dans l'immédiat. On l'écoute. Non, madame, nous ne reviendrons pas. C'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je dois vous dire... Pas de réouverture dans l'immédiat. Pas de réouverture, madame. Et je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. C'est impératif. Je ne prends pas ces mesures pour embêter les Français, nous les prenons pour les protéger. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos de Jean Castex? Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que si on veut un confinement efficace sur le plan sanitaire, il faut limiter au maximum l'ouverture des commerces? Écoutez, il fallait tellement de choses pour éviter ce reconfinement et pour éviter que cette épidémie continue à tuer et à être en développement exponentiel. Vous voyez, c'est la difficulté de l'homme politique qui est un opposant comme moi dans de telles situations. La responsabilité, c'est qu'il fallait maintenant, avec ce que l'on constate, un confinement, et il faut être dans l'unité la plus large et pas distiller de doutes, etc., dans la population, parce que je pense que c'est un moment où encore il faut être ensemble, où il faut se rassembler, où il faut être attentif à l'autre. Mais franchement, quand même, ce gouvernement, c'est incroyable. Il loupe tout, et ce reconfinement est l'échec du déconfinement, et c'est d'ailleurs le monsieur déconfinement qui doit mettre en place ce reconfinement. Ça a été au départ, ne mettez pas de masque parce que ça sert à rien. Maintenant, on est obligé de les porter partout parce que bien entendu que ça sert et que c'était évident. Ensuite, c'était il faut tester, il faut tracer, il faut isoler. Et puis quand les Français ont voulu se faire tester, on attendait 8 jours les résultats, on n'était jamais tracé. Et puis l'isolement, il n'y avait pas d'hôtel à proposer. Donc cette situation a fait qu'on en arrive là. Donc il faut être dans un appel à la responsabilité générale. Mais il faut, encore une fois, un peu de cohérence.
on peut très bien avoir des commerces de proximité où, comme l'alimentation, mais ça va être le coiffeur, ça va être une librairie, et on voit l'importance, y compris symbolique. Les librairies pour vous bien entendu, qu'on pouvait le faire, ça s'organise. Il y a tellement de dérogations, de mesures spécifiques. Si on discute avec les élus locaux, on peut très bien faire en sorte que les librairies, par exemple, prennent des clients sur rendez-vous. Les livres peuvent être commandés par téléphone ou sur Internet, et puis on vient les chercher et faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun problème. Quelqu'un, Bruno Le Maire, dit qu'on peut aller en click and collect récupérer un livre chez son libraire. Il appelle même les Français à le faire, d'ailleurs. Et à ne pas commander sur Amazon, Bruno Le Maire. Oui, mais enfin, là, c'est pas conforme à ce que nous a annoncé le Premier ministre. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord. Mais ce que je pense, c'est que là, il y a une initiative de 50 maires et présidents de métropole, avec Anne Hidalgo, avec Nantes, Lille, etc. France urbaine, notamment. Les maires des grandes villes. Les maires des grandes villes et des métropoles qui ont adressé une lettre, et ils sont dans la responsabilité. Ils se proposent de voir concrètement comment rendre possible quelque chose qui ne tue pas complètement le commerce de proximité, mais aussi qui rende des services dans ce moment difficile. C'est-à-dire, nous sommes dans un moment difficile, c'est pas la peine de rajouter des difficultés, y compris aux Français, parce que ce sont eux les clients. Si on leur disait les commerces d'alimentation sont fermés, ça serait dramatique. Bon, heureusement, on ne le fait pas. Mais si on pense que ça suffit de dire maintenant, dans la grande distribution, les rayons autres que de première nécessité, donc maintenant ils vont se casser la tête sur c'est quoi la première nécessité. Est-ce que la première nécessité pour un être humain, c'est uniquement manger, ou est-ce qu'il y a d'autres premières nécessités? Par exemple, pour certains, c'est une première nécessité de lire. Et je pense que la culture, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut absolument cajoler. Et on va en parler justement, puisque le budget est examiné en ce moment même au Parlement, et notre journaliste parlementaire Alex Poussard s'est penché sur le budget de la culture. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane, bonjour David Assouline. Et le Sénat qui va donc bientôt examiner le budget de la culture pour 2021, un budget en hausse dans un contexte dramatique pour le secteur à cause de la crise sanitaire. Effectivement, Ariane, des moyens d'exception pour la culture en 2021, ne serait-ce qu'avec le plan de relance issu de la crise sanitaire, un plan de relance pour le secteur culturel qui s'élève à 2 milliards d'euros, et cette enveloppe pourrait être augmentée avec les conséquences justement du reconfinement ces prochaines semaines. Ce plan, il est censé relancer un secteur fragilisé déjà depuis des années. On écoute la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. La culture vit un véritable tournant. Pour elle, le monde d'après ne ressemblera certainement pas au monde d'avant. La crise sanitaire a non seulement causé de grandes et de graves difficultés économiques aux acteurs culturels, elle a aussi révélé, exacerbé parfois, des fragilités qui existaient bien avant la crise. Alors à ce plan de relance pour la culture s'ajoute un budget de la culture 2021 d'exception qui s'élève à 3,8 milliards d'euros, des moyens en hausse de 4,8% décrochés par Roselyne Bachelot pour 2021, qui fait mieux que ses prédécesseurs dans ce ministère de la Culture, avec Franck Riester en 2020 qui avait eu une hausse de 2% et Françoise Nyssen en 2019 qui avait eu une hausse de 0,5%. Alors en plus de sauver le secteur, Roselyne Bachelot veut également moderniser les pratiques. On l'écoute. L'enjeu n'est plus seulement de démocratiser la culture, mais aujourd'hui, et plus que jamais, de décloisonner les pratiques culturelles. La nouvelle frontière, c'est de réconcilier les pratiques culturelles traditionnelles, incarnées par les lieux de culture que nous connaissons bien, opéra, musée, théâtre, et les cultures numériques nouvelles. Ce défi, nous pouvons le relever en mettant les habitants et les territoires au cœur de nos politiques culturelles. Voilà pour les objectifs de la politique culturelle de Roselyne Bachelot. Notez quand même que le parent pauvre de ce budget de la culture 2021 reste l'audiovisuel public avec une baisse de 70 millions d'euros cette année. David Assouline, est-ce que ce budget de la culture est à la hauteur des enjeux cette année ? Moi, j'aurais fait encore plus.
Je vais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été acquises. Il a fallu qu'on se mobilise. J'ai crié fort avec beaucoup de monde. Le monde de la culture s'est mobilisé parce que il est ravagé par cette crise sanitaire. Il est ravagé parce que il fait partie de ces secteurs où il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens puissent ou travailler ensemble dans des troupes, dans des tournages, etc., ou attirer un public. Et à partir du moment où il faut réduire les contacts sociaux, il est frappé de plein fouet. Mais il y a aussi des choses à décortiquer. C'est le rôle des parlementaires. Or, 2 milliards, moi, je ne les vois pas pour 2021. Hein. Je regarde très concrètement et je vois qu'il y a déjà là-dedans 110 millions qui seront sur 2 ans et il y a 400 millions qui seront sur 5 ans. Donc, ça fait quand même 1/5 de ces 2 milliards qui ne seront pas dans le budget à dépenser pour 2021. Donc, je me battrai déjà au moins pour qu'il y ait vraiment 2 milliards et qu'on ne maquille pas les chiffres pour faire plus gros. Mais voilà, j'espère que Roselyne Bachelot va continuer à se battre avec force pour défendre un bon budget. Et vous avez eu raison de noter qu'après plusieurs années déjà de baisse et d'affaiblissement de l'audiovisuel public, il y a encore une baisse de 70 millions, ce qui veut dire 1,8% de baisse, dans un moment où, au contraire, il y a des pertes, parce qu'il y a les pertes publicitaires à cause de la crise du coronavirus, d'investissements pour protéger les personnels, etc. Et quand il y a de telles pertes, on n'a même pas le niveau de l'année d'avant. C'est incroyable qu'on continue à sacrifier l'audiovisuel public. Ça, elle ne le dit pas, Madame Bachelot. Pourtant, nous avons vu dans le premier confinement le rôle important, notamment pour les enfants, notamment avec France 4, et les programmes d'éducation. Et donc, je pense que dans ce moment-là, l'audiovisuel public doit être défendu bec et ongles. Et on suivra tout ça. Alex, on vous retrouve dans quelques secondes pour la revue de presse de David Assouline. D'abord, on va faire un petit détour par Nantes. On va retrouver nos partenaires de Ouest France. Bonjour Arnaud Verdich, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur départemental de Ouest France en Loire-Atlantique. À la une de Ouest France aujourd'hui, la rentrée scolaire est ce lundi, pas comme les autres. Oui, les cours reprennent ce matin après des vacances de la Toussaint marquées par l'assassinat du professeur Samuel Paty, le retour du confinement pour enrayer l'épidémie de Covid. Alors nous, on fait le point ce matin sur les attestations, les règles sanitaires, les hommages. Un lundi, effectivement, vous le disiez, pas comme les autres, puisqu'il y a beaucoup de colère chez les enseignants de l'Ouest qui effectuent leur rentrée sous stress. Ils disent être atteints dans leur engagement d'enseignants après cet acte terroriste. Ils ressentent le besoin de se réunir dès ce matin, très tôt, avant la reprise des cours, pour préparer collectivement leur séquence pédagogique avant la minute de silence. Vous l'aviez dit tout à l'heure, prévue à 11h. Et puis, il y a de la colère aussi dans le Finistère, notamment avec des parents d'élèves qui ont choisi de ne pas emmener leurs enfants à l'école ce lundi. Ils protestent contre le port obligatoire du masque dès l'âge de 6 ans. Et ils disent on ne ferme pas les écoles, mais on oblige à porter des masques. C'est un entre-deux inacceptable. Et l'autre sujet à lire aujourd'hui dans Ouest France, bien sûr, c'est la gronde des commerçants des centres-villes. Oui, comme partout en France, la colère gronde en centre-ville de Nantes. Alors Nantes, vous savez, est dirigée par Johanna Roland, la maire socialiste qui préside également l'association France Urbaine, celle qui a envoyé un courrier au nom des grandes métropoles, vous le disiez tout à l'heure, monsieur Assouline. Donc on est très sensibilisé ici à Nantes sur cette question des commerçants. Les commerçants dénoncent les mesures de fermeture liées au confinement et un sentiment de grande injustice qui est ressenti par bon nombre d'entre eux. Ils disent qu'ils comprennent le confinement, mais ne comprennent pas pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Par exemple, pourquoi dans certains magasins, des magasins sont ouverts et d'autres ne sont pas ouverts. Et ils disent qu'eux, depuis 6 mois, ils nettoient, ils désinfectent, ils gardent les bonnes distances, alors que dans les supermarchés, le flux des clients ne permet pas toujours de maîtriser la même sécurité sanitaire. Et donc, cette espèce d'entre-deux, encore une fois, est très, très mal compris par les commerçants du centre-ville de Nantes. Par les commerçants et par les clients eux-mêmes aussi, Arnaud, qui ont du mal à comprendre ? Et ils ont du mal à comprendre pourquoi certains commerces restent ouverts alors que d'autres doivent baisser le rideau. Par exemple, pourquoi un magasin de literie ou de linge va être ouvert et puis un magasin de vêtements, lui, sera fermé. Alors on espère peut-être que les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre vont permettre d'y voir un petit peu plus clair dans les prochains jours. Et merci beaucoup, merci Arnaud d'avoir été avec nous ce matin. On revoit la une de Ouest France consacrée bien sûr à cette rentrée scolaire un lundi, pas comme les autres. C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci infiniment Arnaud d'avoir été avec nous depuis Nantes. On termine avec votre revue de presse, David Assouline et Alexandre Poussard qui revient.
Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et oui, Le Parisien qui s'intéresse à la limitation à 30 km/h dans les rues de Paris. C'est une promesse d'Anne Hidalgo qui devrait être appliquée au début de l'année 2021. Mais en attendant, la ville de Paris a lancé une grande consultation en ligne sur ce sujet pour les Parisiens et les Franciliens. Alors on le rappelle, à Paris, déjà 60% des rues de la capitale sont en zone 30. Mais avec cette consultation en ligne, eh bien, la ville de Paris veut éviter les reproches d'un passage en force sur cette mesure, comme ça avait été le cas. Pour le reprocher à Anne Hidalgo en 2016 sur la piétonisation des voies sur berge. On va vous faire réagir, David Assouline, mais on parle stationnement d'abord. Et oui, et stationnement, puisque pendant ce nouveau confinement, le stationnement dans les rues de Paris sera payant, contrairement au premier confinement où le stationnement avait été rendu gratuit. Mais la municipalité explique que la situation est différente puisque l'activité professionnelle, les déplacements vont être maintenus durant ce confinement. Alors cela fait râler les principaux intéressés. Et par exemple, Arnaud, un habitant du 16e arrondissement, interrogé par Le Parisien, qui estime que c'est une mesure hallucinante, je cite, gonflée de la part de la mairie qui se sert de la situation pour faire du profit. Alors en attendant, la ville de Paris est en train d'étudier un stationnement gratuit pour certains professionnels qui ont déjà un abonnement de stationnement. Une réaction, David Assouline, il nous reste 30 secondes malheureusement. Oui, elle n'est jamais passée en force. Certains lui ont reproché. Et d'ailleurs, les électeurs ont tranché. Et en général, ils n'aiment pas ceux qui passent en force et ils ne les réalisent pas. Mais en tous les cas, vous voyez, moi, quand j'ai commencé à être élu, il y a bien longtemps, local, dans le 20e arrondissement, mettre une petite rue pavée en zone 30, c'était la révolution. On est à plus de 60%, demain peut-être à 100%, et tout le monde pense que c'est plutôt bien. Ça sécurise les piétons, les enfants, etc., et que la ville est plus agréable. Comme quoi, il faut mener les combats à un moment donné, ça s'impose, même quand ça paraissait incongru à un moment donné. C'est ça, préparer l'avenir et prendre ses responsabilités quand on est un politique. C'est pas de suivre l'air du temps, c'est d'avancer et de faire bouger les lignes. Et ce sera le mot de la fin. Et c'est le cas d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup. Merci David Assouline d'avoir été avec nous.